charmant, ce délicieux jeune homme. Monsieur, je suis charmé, je suis enchanté de faire votre connaissance. Merci, monsieur. Je vais envoyer ça à mes vieux et je garde aussi un peu pour mon frangin qui est sur le front. Merci. Quelle horreur. Comme il est simple. Jamais on dirait un barbe. Il paraît qu'il a 1 million à manger par jour. Je ne voudrais pas que vous me jugiez mal. Gardez-moi la même chambre pour demain. 11h du matin. Bien, monsieur René. Maurice, Louis, on vous attend à la 23. Regardez ce que j'ai trouvé à la 35. Oui, c'est quoi exactement? Ça, c'est la croix de guerre. Merci, je l'ai bien mérité. Elle était où? La 35. Je crois savoir à qui elle appartient. Allez, dépêchez-vous. C'est un homme très haut placé. Il ne faut surtout pas qu'il s'impatiente. Je vous raccompagne. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Non. Ah non, je m'en vais. Non, jamais j'aurais cru ça. Je crois que je ne reviendrai pas. C'est un scandale. C'est un scandale. Adieu. Moi, je n'emporte qu'une seule chose, c'est la photographie de ma mère. Vous avez raison. On n'a qu'une seule mère. Le dernier avait les oreillons. Eh bien, c'est très simple. Depuis toutes ces alertes, Vous savez ce que m'a dit j'ai retrouvé le chemin le d'après. délire à la bougie, je ferai mieux de tricoter pour nos soldats. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Si vous voulez, nous pouvons terminer chez moi notre partie d'échecs. Faites-moi, mon vieux. Vous savez, si ça nous tombe dessus, ça fera comme à Pompéi. On nous retrouvera dans 50 ans. Vous imaginez dans Pas possible, Robert. Encore quelques alertes et tu es complètement alcoolique. Dès que j'entends ça, Eh bien, Françoise, vous avez l'air tout chaviré. Je vous ai cru mort. Pas vrai qu'on l'a cru mort? La question a été soulevée. Il paraît que cette fois, c'est tombé pas très loin. Et vous savez qui est venu nous chercher à la cave tout à l'heure? Monsieur de Saint-Loup. Ah, celui-là. Je le retiens. Il m'a commandé comme si j'étais son sergent. Pas vrai? Il était sûr d'avoir oublié ce matin sa médaille de la guerre. Sa croix de guerre. Oh, Et puis d'ailleurs, on peut se demander qui la lui a donnée. Parce qu'à mon avis, les gens riches dans son genre, ça doit se tourner les pouces pendant que les autres se font tuer. Et puis il faut quand même être culotté pour nous tenir des discours sur les boches qui se battent comme des braves, à se demander de quel bord il est. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'il n'est pas resté avec vous à la cave? Ce que j'aimerais, c'est écouter cette sonate de Père Morel. Vous me le présenterez un jour? Je vous fais réchauffer quelque chose? Non, merci. Vous pouvez aller vous coucher. vous savez ce qu'il m'a dit pendant qu'on était à la cave? Que les boches attendaient que la poire soit mûre. Mais c'est vrai, Françoise. Ce jour-là, il n'y aura pas de pitié. Vierge Marie, ça leur suffit pas d'avoir conquéri la Belgique. Elle a assez souffert au moment de son envahissement. Et la croix de guerre, au fait? Vous êtes vraiment monté la chercher? Oui, au péril de notre vie. Et tout ça pour rien. Même pas un pourboire. Charles lui s'est passé. Je l'ai posé un mot tout à l'heure. Merci. Bonne nuit. Si vous voulez bien me suivre.
Voilà, c'est ici. Il arrive. Qui vous a donné mon adresse? Odette. Elle se fait du souci pour vous. Vous plaisantez. Odette ne se fait du souci pour personne. Alors disons que je voulais vous parler. C'est pas très grand, pas très confortable. Asseyez-vous. C'est ce qu'on appelle une planque. Il paraît que les gendarmes me recherchent. Je suis fiché, comme déserteur. Je voudrais bien savoir qui m'a dénoncé. C'est peut-être une idée. Je voudrais pas mourir idiot le jour où je me retrouverai au peloton d'exécution. Je ne vais pas rester longtemps. En tout cas, ce n'est pas Charlus. Et vous le savez bien. Il est profondément incapable de ce geste. J'ai pas imaginé une seconde. Alors? C'est peut-être le moment de liquider cette querelle? Il est vieux. Il veut mourir bientôt. Il est temps de faire la paix. C'est d'autant plus absurde qu'il continue de vous aimer, en dépit de tout. Et puis je suis sûr qu'il est toujours prêt à vous aider. Je crains que vous ne soyez venu pour rien. Donnez-moi une seule bonne raison et je m'en irai. Est-ce par paresse, par méchanceté, par vertu, par coquetterie? Rien de tout cela. Moi, la vertu, je m'en fous. La méchanceté, au contraire, je commence à le plaindre. La coquetterie serait inutile. Et la paresse? Si vous saviez comme je tourne en rond. Non, la vérité. Et je suis fou de vous le dire. La vérité, c'est que j'ai peur. Oui, j'ai peur de lui. Je ne comprends pas. Vous savez qu'il est très bon. Oui, je sais. Je sais tout cela. La délicatesse, la droiture, je connais ça par cœur. Mais voilà, c'est honteux à dire. J'ai peur. Je vous en prie, partez, laissez-moi tranquille. Chaque jour de combat acharné contre l'envahisseur est un jour de légende. Dans les sombres tranchées, sur les lignes de feu, quand il s'agit de vaincre, les noms des plus hauts chefs se mêlent à ceux des plus humbles soldats. Le marquis Robert de Saint-Loup est mort au champ d'honneur. Le don de sa vie eût déjà suffi à le grandir. Mais il est mort en protégeant la retraite de ses hommes. Et cela fait de lui un héros. Cité à l'ordre de l'armée, médaillé de la Croix de guerre, Robert de Saint-Loup n'a pas hésité une seconde à sacrifier sa vie.
donc, mon amie la marquise de Villeparisis. Je la croyais à Paris. Ma chère amie, quelle surprise, je vous croyais à Paris. Vous êtes le fils du directeur au ministère, c'est bien cela. Je vous présente Robert de Saint-Loup. Et mon neveu, le baron de Guermantes. Oh mon Dieu, où avais-je la tête? Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. Mais qu'avez-vous fait de votre journée? Oh, il faut absolument que je vous fasse connaître le nouveau confiseur qui vient d'ouvrir ses portes. Je fais quelques pas avec vous. Mais dites-moi, Madame de Villeparisis a bien dit de votre oncle qu'il était un Guermantes? Oui, certainement. C'est Palamède de Guermantes. Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant? Absolument. Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous dirait que notre cri de guerre, qui devint ensuite Passavant, était tout d'abord Combrésy. Mon oncle Charlus est le frère du possesseur actuel du château. Mais si tout cela vous intéresse, je peux vous arranger un rendez-vous avec lui. Après souper, c'est une heure qu'il affectionne tout particulièrement. Mon oncle est un oiseau de nuit. Fiers face aux mâles ennemis, s'ils doivent mourir au champ d'honneur, ils suivront son exemple. Mais c'est Robert de Saint-Loup, je me trompe? Où ça? Là? Je ne vois rien. Viens. Pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle a dû pleurer après la mort de son garçon. Et elle ne l'a même pas revu. Remarquez, fallait peut-être mieux. Paraît qu'il avait le nez coupé en deux. Il était tout dévisagé. Regardez qui arrive. Il ne manque pas d'air, celui-là. Ad dominum cum tribulare actem. Domine liberanum mende, alabis ennetiae lingua dolosa. Quel dur vitibium quint. Ah, voilà mon violoniste favori. Il a une mine d'enterrement. La via collo meos imonte, et onde vernietto. Obsilium mem. Où étiez-vous passé? Je me faisais un sang d'encre. Oh, j'arrive après la bataille. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis plus tout seul. J'étais attendu à la gare. Que voulez-vous? Je commence à être un peu connu. Ce soir, il y a tant de gens qui vont boire du petit lait. Monsieur Morel, votre présence ici... Elle sera de courte durée, madame. Charlie. Au revoir. Merci d'être venu. N'allons pas laisser faire ça, nous ne manquons pas de relation. Mais c'est pas possible, vous avez vu, il faut faire quelque chose. Odette! Où est Odette? Elle est au mieux avec le général. Odette! Je prendrais bien Pierre Montin.
Venez, Oriane, venez. La nouvelle maison de santé dans laquelle je me retirais alors ne me guérit pas plus que la première. La guerre était finie. Dans le trajet en chemin de fer que je fis pour rentrer à Paris, la pensée de mon absence de don littéraire, que j'avais à peu près identifiée en lisant quelques pages du journal des Goncourt, la pensée de la vanité, le mensonge de la littérature, me frappa de nouveau, et avec une force plus lamentable que jamais. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Monsieur le baron souhaiterait vous parler. Monsieur de Charlus, comment vous portez-vous? Beaucoup mieux, il ne faut pas lui parler de sa maladie. Vous êtes toujours là, à la bonne heure, parce que dans ma famille, ça, dans ma famille... Dans sa famille, c'est l'hécatombe. Les journaux. Monsieur le baron. Antoine de Mouchy, mort. Charles Swann, mort. Adalbert de Montmorency, mort. Boson de Talleyrand, mort. Sostène de Dudoville, mort. Mais monsieur le baron, c'est Madame de Sainte-Verte. Vous la détestez. Madame de Sainte-Verte. Je ne suis pas sourd, Jupien. Eh bien oui, comme ça, j'ai au moins fait quelqu'un d'heureux pour quelques minutes. Il croit que je perds la boule, mais c'est faux. Tenez. Vous voyez cette réclame, il y avait exactement la même à Avranches. Moi, à Palbec, quand je vous ai rencontré la première fois, vous vous souvenez? Marcel! Marcel!
Je crois que votre grand-mère s'impatiente. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère. Hein, petite fripouille? Comment, monsieur? Je l'adore. Ah, oui. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers, comme un sourd. Et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Marcel, je t'avais bien dit que tu allais avoir froid. Regarde, t'as les lèvres toutes violettes. Oh, tu grelottes. Excusez-moi, monsieur, pendant l'exécution du concert, la princesse de Guermantes a défendu qu'on ouvre les portes. Je vais vous faire patienter dans la bibliothèque. Je vais vous apporter un assortiment de petits fours et du thé. Merci. Thé? Oui. Du lait? Pas de lait, s'il vous plaît. Sucre? Un.
On eût dit que les signes qui devaient ce jour-là me tirer de mon découragement et me rendre la foi dans les lettres avaient à cœur de se multiplier. Je me disais que si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a plus jeté aucun chaînon entre lui et la minute présente, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau. Précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois. Cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis. Car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine. Puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel. Cet être-là n'était jamais qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Je n'avais pu connaître le plaisir à Balbec, pas plus que celui de vivre avec Albertine, lequel ne m'avait été perceptible qu'après coup. Il fallait tâcher d'interpréter les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser, c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu'était autre chose que faire une œuvre d'art. Oui, madame, cadeau, monsieur Marcel a pleuré ainsi. Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé. Préparez-moi vite le grand lit. Je vais dormir ici et montez vous coucher. Voilà mon petit serin qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui. Eh bien, puisque tu n'as pas sommeil, ni moi non plus, ne restons pas là à nous énerver. Faisons quelque chose. Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête? Pense bien. Tu ne seras pas déçu de ne rien voir demain. Nous revenions de la promenade, au clair de lune, qui argentait faiblement les sentiers dans la campagne assombrie. C'était une soirée d'automne tiède et doucement voilée. Nous remarquions la sonorité de l'air dans cette saison et ce je ne sais quoi de mystérieux qui règne alors dans la nature. Le premier morceau est terminé. Puis-je vous accompagner dans le salon? Merci. De Montmorency. Non, je ne la vois plus. Nous sommes brouillés il y a quelque temps. Quel dommage, une si vieille amie. Il faudra lui rendre visite afin de nous réconcilier. À nos âges, on ne peut pas rester brouillés éternellement. Oh, quelle joie de vous voir, vous, mon plus vieil ami. Cela me rappelle la première année où je suis allé chez la princesse de Guermantes. Je croyais ne pas être invité et qu'on allait me mettre à la porte. Vous aviez une robe toute rouge et des souliers rouges. Mon Dieu, que c'est vieux tout cela. Depuis les robes qui se portaient dans ce temps-là. Cela viendra, peut-être toutes les modes reviennent en robe, en musique, en peinture. En tout cas, vous, mon ami, vous ne changez pas un seul cheveu blanc. Vous faites toujours aussi jeune. J'ai cru apercevoir Morel tout à l'heure. Oh,
Ça m'étonnerait. Il serait venu me saluer. Mais il doit vraiment venir? Bien sûr, quelle question. Morel est désormais un homme considérable et respecté. Et puis la princesse l'a toujours tenu en grande affection. Qu'est-ce donc qui vous chagrine? Mais rien. Cet homme que je n'ai pas du tout reconnu. On m'a dit que c'était monsieur d'Argencourt. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, je vois, vous voulez parler du procès. Eh bien oui, Charlus et d'Argencourt ont été condamnés. Les juges et les avocats sont tous inclinés devant la haute moralité de notre ami Morel. Mais ne vous inquiétez pas, si d'Argencourt se retrouve tout à l'heure né avec Morel, je suis persuadée qu'il le saluera comme une vieille connaissance, si vieille. Il ne s'en souvient plus. Si vous croisez Gilberte, ne vous attardez pas avec elle. C'est une petite horreur qui n'a jamais aimé son mari. Elle a aimé la situation, le nom, être ma nièce, sortir de sa fange. Après quoi, elle n'a d'autre idée que d'y rentrer. Ça m'a toujours affecté à cause du pauvre Robert. Parce qu'il avait beau ne pas être un aigle, il s'en apercevait très bien. Et d'un tas de choses. Je n'ai pas la preuve positive qu'elle le trompait. Il y a eu un tas d'histoires. C'est pour cela que Robert s'est engagé. La guerre lui est apparue comme une délivrance de ses chagrins de famille. Si vous voulez ma pensée, il n'a pas été tué. Il s'est fait tuer. Mon cher ami. Eh bien, mon vieux, voilà qui me fait plaisir. Tu as l'air très en forme pour un mourant. Ah, laisse-moi te présenter, Madame de Farcy. Enchanté. Enchantée. Qui est américaine. Pleine d'esprit et d'une élégance. Oh, stop it, Jack. Please, vous allez me faire rougir. Jacques? Ah oui, j'ai changé de nom. Tu ne savais pas. Je m'appelle Jacques Durosier. Et pourquoi tu n'as pas gardé Albert? Albert Bloch, c'est du passé. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro, qui me vaut tout un courrier d'admirateur d'ailleurs. Mais, dis-moi, toi qui connais tout le monde ici, tu pourrais me présenter au prince de Guermantes? Oh, c'est vrai? Vous connaissez tout le monde? Oui, un vrai carnet mondain, lui tout seul. Oh, how beautiful! C'est tout à fait inexact. Permettez. Prince? Excusez-moi. Prince? Permettez que je vous présente mon ami Albert. Jacques. Jacques Durosier. Ah oui, Jacques Durosier. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et de votre regretté père Salomon Bloch. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Excusez-moi, je suis un peu, comment dire, un peu neuf dans cette society. Et mon mari, le comte de Farcy, est parent des Forcheville. Et c'est une très grande famille, n'est-ce pas? Oui, parce que moi j'ai noté que Madame de Saint-Loup était une parente du prince de Guermantes par les Forcheville. Ah, non, là vous avez mal noté. C'est une grosse erreur. Are you sure? That's terrible. Parce que je l'ai dit à une dame qui l'a répété à un monsieur. Mais tout ça n'est pas bien grave. Duchesse. Vous me reconnaissez? Cambremer. Monsieur le marquis de Cambremer. Excusez-moi, mais bien sûr que je vous reconnais. On m'a dit que vous étiez souffrant. Vous avez toujours vos étouffements. Mais vous voyez, ça n'empêche pas la longévité. C'est comme cette grippe qui fait les ravages. Il paraît qu'elle atteint les personnes encore jeunes, plutôt. Ça nous met à l'abri. Ça nous laisse encore un peu de temps devant nous. N'est-ce pas? Montesquieu. Excusez-moi. Mesdames, messieurs, le concert va commencer. Dame, vous savez que je n'ai plus 25 ans.
je joue mal. Non. Continuez. Ce que j'aimerais, c'est écouter cette sonate jouée par Morel. Vous me présenterez un jour? Et puis la musique de Vinteuil est tellement monotone. Ces mêmes phrases qui reviennent. Ça me donne envie de dormir. S'il n'était pas si tard, ma petite Albertine, je vous montrerai que ces phrases types, que vous commencez à reconnaître comme moi, les mêmes dans la sonate, dans le septuor, dans les autres œuvres, cette petite musique qui revient, qui insiste, et que vous jugez imprudemment monotone, eh bien, dans la littérature, la bonne littérature, j'entends, c'est comme une réalité cachée, révélée par une trace matérielle. Regardez les tailleurs de pierre chez Thomas Hardy. Ils sont dans Jude l'Obscur, et aussi dans La Bien-Aimée. Vous vous souvenez des blocs de pierre que le père extrait de l'île? Ils arrivent par bateau pour s'entasser dans l'atelier du fils, et ils deviennent des statues. Le parallélisme entre La Bien-Aimée, où l'homme aime 3 femmes, et Les Yeux Bleus, où la femme aime 3 hommes, eh bien ce parallélisme, vous ne m'écoutez pas. Mais si, je vous écoute. Je vous écoute et je me dis que je n'aurais pas dû vous parler de Morel. Ça, c'est la réalité cachée que je lis sur votre visage. Et qu'est-ce que vous lisez? Quelque chose qui ressemble à de la jalousie. Vrai ou faux? Ce n'est pas complètement faux. Quelque chose qui a à voir avec la lettre que M. de Charlus a ouverte par mégarde. Une lettre que Léa adressait à Morel. C'est elle qui vous en a parlé? C'est bien ce que j'avais imaginé. Une lettre assez salée, où elle traitait Morel de grande vicieuse. Assez bien tournée, je dois dire. Elle lui disait « Ma belle chérie, au moins toi tu en es ». Elle lui disait ça gentiment. Elle vous l'a lu? Bien sûr qu'elle me l'a lu. Gilberte était avec Léa. Vous dites ça pour... Peut-être. Après tout, je n'y étais pas. A-t-elle pas essayé d'avoir des relations avec vous? Les jours de mauvais temps, ses parents l'avaient cherchée. Une fois, elle m'a ramenée. Elle m'a embrassée. Elle m'a même demandé si j'aimais les femmes. J'ai répondu oui, comme ça, pour le plaisir de la mystifier. Et puis c'est tout. On n'a rien fait de plus.
Bonjour. Vous me preniez pour maman. En effet, je commence à lui ressembler beaucoup. J'ai tout fait un peu. Il y a tant de monde. Cette fête est d'ailleurs très réussie. Je ne vais pas rester bien longtemps. Vous savez, la pensée de Robert m'occupe toujours l'esprit. Je sais combien vous l'admiriez. Croyez bien que j'ai su comprendre l'être supérieur qu'il était. Je ne puis pas vous dire à quel point la moindre des choses qu'il me disait me frappe maintenant. Il avait de fabuleuses prémonitions sur la guerre. Et il ne s'est pas trompé. Sur les avions. Vous rappelez-vous quand il disait... Il avait de si jolies phrases. Il faut que chaque armée soit un Argus aux 100 yeux. C'est de la poésie, n'est-ce pas? Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses? Vous vous retrouvez dans une grande tuerie comme cela? Ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. En vérité, je m'attendais à vous trouver partout ailleurs qu'à un des grands tralala de ma tante. Puisque tant il y a. C'est trop drôle, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. D'où sortez-vous? De ma maison de santé. Cette chose tapissée de bijoux qui a du mal à finir son gâteau à cause de son nouveau dentier. Vous la reconnaissez? C'est la nouvelle princesse de Guermantes, ex-Sidonie Verdurin. La virtuosité ne remplacera jamais l'inspiration, l'émotion. Moi qui désespérais de ne pas vous voir. J'ai entendu dire que Rachel allait nous dire des poèmes d'Alfred de Musset. Oui, c'est mon Merde. idée, c'est mon idée. Le souvenir d'Alfred de Musset, c'est mon poème favori. Mon oncle a été ruiné par la défaite allemande. Et la fortune des Verdurin l'avait trop mis en selle. Après la mort de son premier mari, Madame Verdurin a épousé le duc de Duras, qui était déjà bien malade. Et voilà comment mon oncle Gilbert, veuve de la princesse Edwige, a épousé une veuve qui était devenue duchesse. Et voilà, le tour est joué. Regardez comme elle s'y croit. Et comme chacun fait semblant d'y croire. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Vous voulez un peu de... Non, merci. Non? Excusez-moi. Alors, Gilberte vous a fait le coup de la veuve inconsolable. La vérité, c'est qu'elle n'a aucune espèce de chagrin. M'a même étonnée par un rare cynisme dans l'affectation de son indifférence. Voyons si elle avait aimé tant soit peu son mari. Pourrait-elle supporter avec ce flegme de se trouver dans le même salon que la femme dont il a été l'amant éperdu depuis tant d'années? Mais c'est pourtant bien vous qui avez fait inviter Rachel. En effet, je voulais voir si elle viendrait et elle est venue. C'est toute la différence entre elle et moi. Je n'oublie pas ce pauvre Robert, je n'oublie personne. Et que je lui dise ce qu'elle est, c'est une cochonne. Bonjour. Bonjour. Ah, Morel. Pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, Morel. Franchement, il y a vraiment des questions, des fois. Marcel, vous savez ce que j'ai entendu about Madame de Forcheville? Qu'elle ressemble à une rose stérilisée. Ça lui va très bien. Like we say in English, like a glove. Lui aussi, comme un gant. Ah oui?
Apparemment, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et pourtant, si j'ai bien compris, c'est une de vos parentes. Oui, très vaguement. Du côté de mon mari, mais c'est lointain. C'est étrange comment on se découvre des parents très proches ou très lointains selon le degré d'intérêt qu'on leur porte. C'est vrai, je me sens très proche d'Oriane de Guermantes. Elle est élégante, elle est fine. Mais quand je vois cette Rose stérilisée passer toutes ses matinées et ses soirées avec le duc, je trouve ça but terribly disgusting. Really, really disgusting. Duchesse Odette de Crécy, non, pardonnez-moi, Odette de Forcheville et le duc Bazin. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Enfin, tout Paris le sait. Le duc a même été renvoyé de la présidence du Jockey Club à cause de cette liaison. Ah non, il a perdu la tête, il est gâteux, gâteux. On dit qu'il se comporte avec elle comme un tyran et que s'il pouvait, il la maintiendrait prisonnière. Et la duchesse? Ah, la duchesse, mon amie Oriane, elle est irréprochable. Elle souffre, que voulez-vous? Elle souffre en silence. Et ce qui rajoute à sa souffrance, c'est qu'on lui prête des aventures. It's absolutely disgusting. Oh, Jack, à propos. Vous savez que l'autre jour, nous mon ami, étions... comment allez-vous? Vous savez, à la sortie... Franchement, monsieur et madame- j'ai lu sur la partition Allegro ma non troppo. Oh, vraiment fluide. Qui m'a parlé de fluidité? Pardon. Oui. Il faut que l'on se voie. J'ai des choses à te dire. Bien sûr, bien sûr, merci. Nous ferons clan, nous ferons clan. Je vous le dis, nous ferons clan. Clan? Vous avez vu la musicienne? Non. J'aime cette jeunesse. Oh, si intéressante, si participante. Vous la connaissez, la musicienne? Non. La musicienne, la voilà. Oh, c'est beau. Mais c'est beau ce que vous faites. Enchanté, C'est madame. beau. J'ai écouté... Pardonnez-moi. Comment va votre mère? Elle est toujours admirable. Ah, bonjour, bonjour. Peut-être. Mais alors, on en à vrai dire, Il faut que je vous l'enlève. mais Le vous savez ce que j'ai fait sur Staccato. Vous connaissez le dernier ouvrage de Jacques de Rosier, admirable, très ingénieux, un style proprement impensable. Oui, cet homme a du génie et du talent, pareil qu'à cette famille nous avons. Joyeux toujours. Oh my dear, je suis désolée. J'ai eu un moment de... Je ne sais pas, il y a tant de monde, de nouveaux visages. On se sent un peu perdu, comme dans le fog. On m'a dit que vous aviez été souffrant. C'est vrai que vous avez l'air un peu pâlot. Vous devriez retourner à Balbec. C'est si vivifiant. Vous avez vu ma Gilberte? Ah, c'est vraiment ma fille bien aimée. Sans elle, je serais perdue. Pourquoi me regardez-vous aussi? J'ai changé à ce point. Si j'étais sculpteur, je vous prendrais comme modèle. Quelle charmante idée. Vous ne voudriez tout de même pas que je pose nue? Vous seriez parfaite dans l'allégorie de l'éternelle jeunesse. Vous le pensez? Vous le pensez sincèrement? Oui. Bonjour. Bonjour. Venez. Nous serons bien mieux chez moi. Toutes ces jacasseries me fatiguent. Et moi, elles me conviennent. Vous n'avez aucun sens de la fête, mon cher ami. From time to time, un peu de frivolité, un peu d'oubli, ça fait du bien. J'ai envie d'être seul avec vous. Allez, venez. Ne faites pas l'enfant. Désolée. J'ai mieux à faire. Ah! Pendant que je vous tiens, j'espère que vous viendrez chez moi, j'organise des petites réunions intimes. Oui, avec des esprits sympathiques. Je vous voyais causer tout à l'heure avec ma tante Oriane. Elle a toutes les qualités qu'on voudra, mais on ne peut pas dire qu'elle appartienne à l'élite pensante. Tu savais que le jeune comte de Courvoisier s'imaginait le seul au monde à être attiré par quelqu'un de son sexe. Il supposait que ce penchant lui venait du diable. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher Marcel,
je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat. Un point, c'est tout. Autrefois, cela t'intéressait, l'étymologie des batailles. Tu te souviens? Tu étais incollable sur la manœuvre d'encerclement d'Ulm en 1805. L'enveloppement par l'aile de l'armée bulgare. Alors voilà des sujets dont tu peux me parler, mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, non, ça, je m'y connais autant qu'en sanskrit. Oh, tu m'écoutes? Oh, Rachel va dire des vers d'Alfred de Musset. Venez, venez, c'est délicieux. Venez, venez. Il faut que l'on se voit, j'ai des choses à te dire. Mais si elle n'est pas morte, comment se fait-il qu'on ne la voit plus jamais, ni son mari non plus? Mais je te dirais que c'est parce qu'ils sont vieux et à cet âge, on ne sort plus. La comtesse d'Arpajon est morte il y a 1 an d'une longue maladie. Et la marquise d'Arpajon est aussi morte depuis, très vite, d'une maladie insignifiante. Mais dites-moi, qui est cette jeune fille qui s'avance avec tant de grâce? Vous vous moquez, ma chère. Mais c'est la fille de Robert de Saint-Loup. Je trouve qu'elle a l'allure d'une guermante. Elle tient malheureusement beaucoup de sa mère et de sa grand-mère, Madame de Forcheville. Elle rêve déjà de lui faire un beau mariage pour affermir leur place dans le monde. Il faut que je le mette au pas, vous savez. Si je le laissais faire, il me séquestrerait. C'est un vrai tyran avec moi. J'ai réussi à lui arracher quelques fêtes, mais seulement en matinée, et à condition que ce ne soit pas les balles. Mais vous imaginez, j'ai l'impression qu'il devient fou. Remarquez que c'est un peu dans la famille. Quand je pense à son frère, j'en ai des frissons. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. C'est bien ça qui m'agace. J'adore ma liberté, et je n'ai de grands amours que pour des hommes qui sont terriblement jaloux de moi. Vous qui écrivez, vous devez comprendre cette étrangeté de caractère. Enfin, je ne parle pas de M. de Forcheville, qui était un médiocre, et moi, je ne puis aimer que des gens intelligents. Mais de M. Swann, qui était si profond, si séduisant. Et M. de Bréauté, avec qui j'ai vécu 2 années d'amour fou. Hannibal, qu'on appelait Babal. Vous l'avez connu? C'est la même chose, s'il avait pu me cloîtrer. Et Rachel va dire quelques vers d'Alfred de Musset. Monsieur votre oncle est occupé, il faudrait que vous repassiez un peu plus tard. Allez bien. Mon neveu. Mes hommages. Mes hommages? Mais comme il est charmant. C'est Pouce qui ressemble à sa mère. Vous n'avez vu ma sœur qu'en photographie? Oh, mais je vous demande pardon, mon ami. Je l'ai vu dans votre escalier quand vous étiez malade l'année dernière. Je l'ai vu que le temps d'un éclair, mais votre escalier est bien noir. Mais ça m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux. Et aussi ça. Il ressemble surtout à son père, avec peut-être le menton de ma pauvre mère. Vous connaissez les loukoums? Ceux-là me viennent directement d'Istanbul. Et j'en offre à tous mes amis. Faites votre choix. Vous avez la menthe, la rose, l'essence de cèdre et la pistache. Merci. Attention, ça colle aux dents. Oh, ne soyez pas grognon, mon ami. Je suis ravie de faire la connaissance de votre neveu. Vous savez que j'ai connu votre père. Il a été tellement bon pour moi, tellement exquis. Bon. Cette fois, il est temps que tu retournes travailler. Vous savez que je suis habituée à celle que le grand-duc m'envoie. D'ailleurs, je lui ai dit que vous étiez jaloux. Bien, tu peux reprendre un autre loukoum, si tu veux. Et tu te sauves. Ses parents surveillent de très près ses études. Peut-être sera-t-il une espèce de petit Victor Hugo. J'adore les artistes. Il n'y a qu'eux qui comprennent les femmes. Les artistes et les êtres d'exception comme vous. Bon, cette fois, tu dis au revoir et tu t'en vas. Déjà galant, vous avez vu? C'est ce
que j'appelle un petit œil pour les femmes. Et alors là, je reconnais qu'il tient de vous. Quand vous aurez appris à ne plus rougir sous les compliments, vous serez un parfait gentleman. Si vous voulez venir un jour prendre une tasse de thé chez moi, a cup of tea, comme disent nos amis anglais, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez qu'à m'envoyer un bleu. Un bleu? Oui, un télégramme. Avec fil. Mais vous avez un accent anglais? Je suis américaine. Can we speak English a little bit? Of course. But you seem to speak a beautiful English already. Thank you. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer? Beethoven. Que redoutiez-vous de cette solitude? Et pourquoi, mes amis, me prenez-vous la main alors qu'une est si douce et si vieille nature dans notre vie? Que sont-ils devenus? Les chagrins des C'était un petit salon réservé pour les familiers. Je vous confie cette clé. Vous me la rendrez tout à l'heure. Ce pauvre monsieur Swann a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit avec Il y a beaucoup plus de pistaches. Ça y est, Monsieur Swann est parti. Maman va enfin pouvoir monter me dire bonsoir. Tiens, tu connais, c'est Victor Hugo. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Tu lis Victor Hugo? Et toi, François Champy, à ton âge. Moi? Je suis déjà mort plusieurs fois. J'ai tenu à Albertine plus qu'à ma vie. Et puis j'ai cessé de l'aimer. C'est pareil pour Gilberte. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Je suis devenu chaque fois quelqu'un d'autre. C'est comme cela qu'insensiblement, la mort vous devient indifférente. Tu dis ça pour te rassurer? Non. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur. C'est pour mon livre. Il me faut encore un peu de temps. Tu me le feras lire? C'est maman. On va s'amuser.
Non, tu vas fermer les yeux. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Une coupe de champagne. Bien. Mais avant, j'ai un petit service à vous demander. Tenez. Merci, monsieur. Cette jeune femme qui parle à son ami, elle a un rire un peu vulgaire. Et porte un chemisier de soie qui vient probablement d'une grande maison. Je suppose que c'est un cadeau. Ça, je ne sais pas, monsieur. Ce sont les manchettes du chemisier qui m'intéressent. Vous avez vu comme elles sont joliment retroussées? J'aimerais que vous m'apportiez quelques précisions sur le motif de la broderie. Tâchez d'être précis. Est-ce un point de feston? Une grille ajourée? Mais je ne m'y connais pas, monsieur. Faites pour le mieux, mon ami. Le jour où le sculpteur Salvini mourut, il lui fut accordé, comme au reste des mortels, le temps de parcourir tous les lieux et les instants de sa vie sur Terre. Le sculpteur refusa cette grâce. Ma vie n'est qu'une succession d'aventures extraordinaires, et leur rendre visite ne ferait que m'attrister davantage, dit-il. Je préfère me servir du temps que l'on m'a accordé pour parcourir ma dernière œuvre, Némésis divine, que tous connaissent mieux sous le nom de Triomphe de la mort. Ainsi fit-il. Peu de temps après, l'ange de la mort apparut pour lui annoncer que le temps de grâce était passé. Il y a un paradoxe dans tout cela, s'exclama Salvini. J'avais assez de temps pour visiter tous les instants de ma vie, qui dura 63 ans, et ce même temps n'a pas suffi pour parcourir une œuvre que j'ai faite en 3 mois. Dans cette œuvre, il y a toute ta vie, et la vie de tous les hommes, répondit l'ange de la mort. Pour la parcourir, il t'aurait fallu une éternité.